Bonjour à tous et bienvenue sur Campagne TV en plein cœur de ce 51e salon de l'agriculture. Vous le savez, tous nos programmes sont en direct durant toute la semaine de ce salon et on va s'intéresser aujourd'hui, dans cette émission en tout cas, à la transmission des exploitations agricoles. Alors vous le savez, favoriser l'installation de jeunes paysans dans l'ensemble de nos territoires est un véritable défi que doit relever l'agriculture française pour justement transmettre et si on veut maintenir aussi une indépendance alimentaire. Mais comment aujourd'hui transmettre son exploitation quand on veut justement finir ses jours paisiblement et avoir un complément de revenus et aussi pouvoir l'acheter de l'autre côté tout en ayant un amortissement acceptable pour l'acheteur. Comment sécuriser en tout cas ces transactions? On en discute aujourd'hui avec nos spécialistes que nous avons sur le plateau. Tout d'abord, nous avons Philippe Noé, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert comptable à Hesdin, c'est ça, dans le Nord? Oui, exactement dans le Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais, dans la région Nord, on est bien d'accord. Le Pas-de-Calais. Laurent Chapard, vous êtes président, directeur général de la COGEP. La COGEP qui était un grand groupe, justement, d'experts comptables. Oui, aujourd'hui, c'est un groupe qui est le 10e groupe français dans ce domaine d'activité. On est à peu près 850 personnes, une soixantaine de bureaux. Et en fait, des bureaux de proximité. Ce qui fait notre particularité dans ce métier, c'est que 20% de notre activité n'est fait que dans le monde rural. Depuis 40 ans, un peu plus de 40 ans que nous existons, on a fait le choix de s'occuper de ce milieu d'activité qui nous intéresse beaucoup, par notre culture, nos racines. Et on est installé sur le grand tiers nord-ouest de la France. Alors, grand tiers nord-ouest de la France, combien de collaborateurs à peu près? 850 environ. 850, donc répartis géographiquement sur... Répartis de Lille à Vichy, La Rochelle et Brest. Et on parlera justement tout au long de cette émission de l'importance du lien, parce que quand on transmet son patrimoine, et au-delà de son patrimoine, c'est quelque part les valeurs qui vont avec l'exploitation familiale, le lien avec l'exploitant agricole est important. Dernier invité sur ce plateau qui nous parlera justement de l'importance du lien, Christophe Hérold, bonjour. Bonjour. Alors vous venez d'où, vous? Alors je viens de Normandie, de la région de Bayeux, les plages du débarquement. Et vous êtes expert comptable aussi? Alors je suis plus juriste et je m'occupe de l'aspect technique des transmissions dans tout le domaine, en essayant de faire le lien entre l'activité économique et l'ensemble des contraintes réglementaires qui entourent le métier d'agriculteur. Alors justement, on va essayer d'être concret dans cette émission. Philippe Noé, une transmission, ça se construit combien de temps en amont? Il n'y a pas de temps bien défini, mais ce qui est très important, c'est de déterminer, pour accompagner dans notre métier de conseil, pour accompagner au mieux cette session de la part des parents et le jeune, c'est-à-dire faire en sorte que les pièces du puzzle se rassemblent bien, pour, comme vous l'avez évoqué, pour que ce soit réussi. Il faut prendre le temps avec les parents de cerner leurs souhaits, leurs objectifs. Le passage à la retraite, c'est facile pour personne. Alors plus encore dans cette activité où la partie privée et la partie professionnelle sont souvent liées, intimement liées en fait, c'est ça. Intimement liées. Au niveau de la vie, bon nombre d'agriculteurs vivent sur leur lieu de travail. Au niveau du patrimoine, c'est-à-dire l'exploitation agricole. Les terres, oui. Enfin, la capitalisation nécessaire pour une exploitation agricole fait qu'une bonne partie du patrimoine est dans l'exploitation agricole. Bon. Donc il faut prendre le temps, et d'abord avec les parents, de bien déterminer leur objectif. Comment voient-ils leur retraite? Ça, c'est très, très, très important. Alors Christophe Hérold, on a vu avec Philippe Noé qu'en amont, il fallait effectivement écouter quelque part les deux parties, être un peu neutre, mais écouter les attentes concrètes et financières à la fois des cédants et puis des acquéreurs, même si c'était dans le cadre familial. Comment après on rentre dans la phase d'après? Alors, pour rentrer dans la phase d'après, il faut simplement se rappeler que quand même c'est un domaine assez complexe. Complexe parce qu'effectivement intervient et interfère un certain nombre de réglementations et de dispositions légales qu'il va falloir combiner et pour trouver la meilleure solution et pour le cédant, comme l'a dit Philippe Noé, et pour le repreneur dans ses objectifs économiques. La transmission, c'est quand même le premier point d'une opération économique lourde. Donc il faut avoir les choses bien en tête.
sécurisation donc de l'aspect administratif, sécurisation des contrats existants, tant en matière des baux, puisque vous savez qu'en matière de statut du fermage, eh bien, sont encore très rares les baux cessibles, donc il va falloir avoir une intervention et une approche des différents propriétaires s'il y a lieu. Savoir effectivement, dans le cadre familial, notamment, comment les parties envisagent la cession du foncier. Est-ce que ça va être des cessions uniquement en jouissance au travers de baux ou d'autres moyens? Vous évoquiez donc ce capital d'exploitation lourd, les bâtiments d'exploitation et ainsi de suite. Et surtout qui évoluent et qui doivent évoluer puisque les contraintes techniques les font évoluer rapidement maintenant. Donc savoir effectivement tout ce débat de la construction des moyens techniques. Et puis le dernier souci, et qui est tout à fait normal, c'est la valorisation de l'entreprise. Philippe Noé en a dit deux mots. Effectivement, c'est la grande question des cédants. Combien vaut mon entreprise et comment je vais la valoriser au travers de l'ensemble des moyens de production et autres. L'avantage effectivement de pouvoir structurer les choses dans des formes sociétaires, aussi bien sociétaires adaptées à l'immobilier non bâti qu'à l'outil professionnel, permettent effectivement d'optimiser les moyens de la transmission, aussi bien en matière juridique qu'en matière fiscale, puisqu'effectivement la cessation d'activité, c'est le constat des éventuelles plus-values que l'entreprise a en son sein, en elle-même, les fameuses plus-values latentes avec ou non des secteurs, enfin des régimes d'exonération ou non. Oui, parce qu'il y a pas mal aussi de terres qui sont en SCI ou qui sont en société patrimoniale. Tout à fait, tout à fait. Alors, il n'y en a pas tant que ça. Globalement, si dans l'approche de la transmission, les gens ont pu faire déjà cette réflexion de mise sous forme sociétaire des terres, il y a déjà eu un grand pas d'effectué, puisque effectivement, les outils aussi bien sont tout à fait adaptés aux différents types de biens. Je reviendrai uniquement rapidement sur les GFA, qui sont des vieux outils. GFA, précisez juste. Les groupements fonciers agricoles, voilà. Et qui, globalement, par le législateur, ont été tout à fait conçus pour maintenir les unités entre guillemets du patrimoine foncier, la notion de domaine agricole, en évitant par diverses dispositions légales le morcellement possible, tout en maintenant une valeur patrimoniale et une capacité de remobilisation de ces biens. Alors oui, les baux ruraux donc, sont encadrés par le statut du fermage, qui est globalement une disposition de droit public, donc qui s'impose à tous. Il faut savoir effectivement qu'aujourd'hui, et depuis 1964, les baux ruraux sont des durées relativement longues, donc qui permettent une relative sécurité du preneur au niveau de son activité, mais qui, à l'inverse, font peser des interrogations sur les bailleurs, sur la fin du bail et sur le sort de leur terre à l'issue du bail, avec parfois quelques craintes en se disant est-ce qu'il y aura la possibilité de reprendre au niveau familial ou quelles seront mes possibilités de négocier des terres louées, sachant qu'effectivement l'économie fait bien une distinction entre un bien libre de jouissance et un bien qui est loué. Alors ce sont effectivement l'ensemble de ces problèmes qui sont à regarder. Il peut y avoir tout à fait des mixtes entre la cession d'une partie du foncier, soit sous forme directe, soit sous forme de GFA, donc des cessions de parts de GFA, avec une combinaison effectivement de baux. Sachant qu'effectivement, le démembrement de propriété, qui est le fait de pouvoir transmettre à titre gratuit à ses enfants des biens uniquement en nue propriété et en usufruit, permet aussi totalement de s'adapter. C'est une des cordes qu'il y a à l'arc de celui qui doit gérer la transmission et faire le conseil le plus avisé possible pour les cédants comme pour les preneurs. Je pense que globalement, la grande question de toutes les personnes qui vont transmettre, c'est de dire effectivement combien vaut mon bien et combien ça va me coûter. Et on peut les comprendre. Donc effectivement, il va falloir combiner astucieusement les mécanismes. L'un des grands mécanismes est effectivement l'exonération des plus-values liées aux entrepreneurs qui prennent leur retraite, puisque ces mesures-là existent encore. Et donc il faut savoir si ça peut fonctionner. Après,
Après, il existe effectivement le souci que parlait Philippe sur le fait des revenus à venir du cédant, donc effectivement au travers du bail rural, avec ce vieil instrument, puisque le bail à long terme a été initié il y a fort longtemps, et puis surtout avec des mesures fiscales importantes, des exonérations de droits de succession très importantes liées au bail à long terme, et voire même en ISF, donc un outil très important qui permet de maintenir un revenu sûr pour le cédant. Et puis des mesures plus récentes, notamment le fameux pacte Dutreil, notamment pour les sociétés, ou sur des engagements de conservation pris en amont et puis en aval, on arrive effectivement à réduire de façon conséquente la base de l'exploitation, la base de valeur d'exploitation en matière de transmission. Alors Philippe Noët, est-ce qu'on va s'intéresser justement au projet du jeune, parce que concrètement là aussi, comment on tient compte de sa conversion, de son exploitation et de l'investissement supplémentaire qu'il peut y avoir? Comment on fait rentrer cet amortissement nouveau dans le dispositif? Si on veut faire rentrer tous ces investissements nouveaux, il faut que les parents ne soient pas trop gourmands, quelque part. Mais c'est là où on aborde le juste prix, comme j'ai l'habitude de le dire. n'est pas facile, et comme vous l'évoquiez, en fonction des régions. Parce que, première chose, il faut que les parents aient suffisamment de ressources. J'en ai parlé à la retraite, oui. J'en ai parlé tout à l'heure. Oui, oui. Il n'y a rien de pire que des parents qui se sentent un peu gênés après, financièrement. Ça peut être très très gênant. Deuxième élément, c'est que le jeune s'en sorte, on vient d'en parler, on en reparlera. Mais lorsqu'on a également des frères et sœurs, c'est de faire en sorte que la valeur de ces biens familiaux permettent aux jeunes de s'en sortir, mais sans déshériter indirectement les autres enfants. Voilà. Et donner la possibilité, comme vous le demandez, aux jeunes de pouvoir développer son entreprise. D'avoir suffisamment après de marge de manœuvre et pas d'endettement pour pouvoir se développer. Voilà. Et que les choses soient clairement évoquées. Parce que la réussite d'une transmission familiale, c'est lorsque toute la famille peut encore se revoir après. Après. D'accord, oui, après, oui, bien sûr. Eh oui, bien sûr. Oui, à toi c'est facile, tu as eu l'exploitation pour rien, voilà. Donc mais le premier point de repère qu'on doit aborder avec aussi bien les parents que le jeune, c'est ce que ça peut valoir sur le marché. De ne pas avoir peur d'évoquer, voilà, si vous cédiez votre exploitation aujourd'hui à un tiers, voilà ce que ça pourrait valoir. Et après, aux parents, d'abord ça permet aux jeunes de bien mesurer et aux parents de faire l'effort pour que le jeune puisse se développer demain, de l'aide qu'ils peuvent faire ou pas faire, et s'il y a des autres enfants, de pouvoir le faire aux autres enfants. Mais ne pas hésiter de parler franchement de ce que peut valoir l'exploitation si elle était cédée à un tiers. Et là, les parents ont peur d'en parler avec le jeune. Et le jeune a peur de le savoir, parce qu'il va se dire « je ne m'en sortirai pas à ce prix-là ». Et là, dans l'étude de la transmission, vous faites l'étude jusque-là, c'est-à-dire que vous allez jusqu'au plan de financement et à l'amortissement du jeune sur son exploitation. Ah oui, l'accompagnement, le plan de financement, la faisabilité économique, les rencontres bancaires, ça fait partie de notre conseil, notre accompagnement pour le jeune dans sa phase d'installation. Le plus long pour moi, c'est à 50 ans, vers 50 ans dans le cas classique. Les parents ont remboursé une bonne partie de leur exploitation. Et c'est là où il faut les inciter à prévoir, s'ils ont un successeur, la transmission de leur entreprise, notamment en essayant de diversifier, si économiquement ils le peuvent, leur patrimoine s'ils ont plusieurs enfants. Donc je dirais que commencer à en parler 10 ans avant, ça ne mange pas de pain. Ça sera toujours utile. Et puis oui, parfois, on a beau en parler, mais les parents reportent. Lorsqu'on est à une année de la retraite pour l'installation, c'est très difficile. Très difficile. Il faut au moins 2-3 ans de préparation. Allez, il est grand temps de prendre vos questions, les questions que vous avez posées sur notre site www.campagne-tv.com, sur nos réseaux sociaux, notre page Facebook Campagne TV ou notre Twitter @Campagne TV. On prend la première question qui va s'afficher parce que forcément on est en direct et que je ne les ai pas sous le nez. Voilà. Je souhaite transmettre mon exploitation à mes enfants.
comment réduire les plus-values. Alors on a commencé à aborder ce sujet-là, mais Christophe Hérault, en complément, comment je réduis mes plus-values? Alors, globalement, c'est plutôt de réduire la taxation des plus-values, puisque les plus-values, c'est un fait, c'est un constat entre la valeur économique et la valeur comptable des biens. Alors là, il existe différents mécanismes fiscaux qui peuvent intervenir. D'une part, le régime le plus simple, qui est effectivement le régime des petites entreprises, d'exonération liée au chiffre d'affaires. Et puis après, il y a effectivement des mesures au moment de la retraite, qui sont des mesures d'exonération de plus-value quand on prend sa retraite dans les 24 et avant, en amont ou après la prise de retraite, où on peut avoir des exonérations. Après, si les chiffres d'affaires sont relativement importants, effectivement, les mises en société peuvent avoir un intérêt sur le report de plus-value et effectivement, par la cession progressive de parts, de retrouver des zones d'exonération là-dessus. L'intérêt, c'est effectivement de s'y prendre en amont, parce qu'effectivement, le législateur a mis à tous ces régimes d'exonération des temps de latence qui sont au moins des références sur les chiffres d'affaires des 2 années précédant la session. Donc il faut au minimum s'y prendre 4-5 ans à l'avance si on veut effectivement être dans les zones de nirvana fiscal. C'est joliment dit.